L'Union européenne s'est engagée à rester ferme dans sa stratégie visant à étrangler l'économie de guerre de la Russie, alors que le Royaume-Uni s'efforce de rassurer ses alliés en affirmant que ces dernières décisions ne constituent pas une levée des sanctions. Londres a semé la confusion mardi en publiant une licence à durée indéterminée autorisant les importations de diesel et de kérosène fabriqués à partir de pétrole brut russe dans d'autres pays tels que la Turquie et l'Inde où le pétrole est acheté à des prix réduits. Une licence distincte a également été mise à disposition permettant la conclusion de contrats de services à court terme avec des projets russes jusqu'en janvier 2027. Cette publication a pris lieu par surprise. Bruxelles s'est abstenue de commenter la décision de son allié mais a souligné son engagement continu en faveur de l'interdiction de l'énergie russe. We remain committed to our sanctions on imports of Russian oil and gas, and we need to reiterate the call for Russians not to be benefiting from the ongoing conflict in the Middle East. It's too ironic. Le Royaume-Uni a toutefois cherché à présenter cette débâcle comme un cas de mauvaise communication. What we announced yesterday was a strong new package of new sanctions, going well beyond existing sanctions. So it's a new package. This includes new bans on maritime services on LNG and new bans on refined oil products from Russia. We also issued 2 targeted short-term licenses to phase the new sanctions in and to protect UK consumers. L'Ukraine a déclaré qu'elle clarifierait avec le Royaume-Uni les implications de cette nouvelle mesure, soulignant qu'elle s'inquiétait des recettes supplémentaires que cela pourrait générer pour le budget de Moscou. Cette nouvelle en provenance de Londres intervient également juste un jour après que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a confirmé que Washington prolongerait pour la 3e fois cette année sa dérogation concernant le pétrole russe en mer. Le Groenland aiguise toujours les appétits de Washington. Nommé en décembre, l'émissaire de la Maison-Blanche s'est pour la première fois rendu sur place cette semaine, sans y avoir été invité. Ce mercredi, Jeff Landry a assuré que le territoire autonome danois a besoin des États-Unis. I think it's time for the U.S. to put its footprint back on Greenland. I think that you're seeing the president talk about increasing national security operations and repopulating certain bases in Greenland. And I certainly will be sending that message back to the president that everyone that I talk to here in Greenland would love to see the U.S. repopulate those bases. L'armée américaine ne dispose actuellement que d'une seule base au Groenland, celle de Pituffik, contre 17 au plus fort de la guerre froide. Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis devaient contrôler le Groenland pour des raisons de sécurité nationale, faute de quoi l'île risquait de tomber entre les mains de la Chine ou de la Russie. Le Groenland recèle par ailleurs des gisements inexploités de terres rares et pourrait jouer un rôle essentiel à mesure que la glace polaire fond et que de nouvelles routes maritimes apparaissent. Pour tenter d'apaiser la Maison-Blanche, un groupe de travail réunissant Américains, Danois et Groenlandais a été créé en janvier. Nous sommes obligés de trouver une solution, a affirmé mardi le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen, après avoir dénoncé les velléités américaines de contrôle de l'île. Les États-Unis inculpent l'ancien président cubain Raúl Castro, âgé de 94 ans, pour meurtre. Raúl Castro, frère de l'ancien président décédé Fidel Castro, est accusé d'être impliqué dans le crash en 1996 d'un avion transportant des opposants au régime cubain. Un acte d'accusation rendu public l'accuse, ainsi que d'autres personnes, de complot visant à tuer des Américains, entre autres chefs d'accusation. Today, we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. Mr. Castro and the others are charged with additional crimes as well, including destruction of aircraft and 4 individual counts of murder. L'actuel président cubain Miguel Díaz-Canel a dénoncé l'inculpation, qualifiant ces accusations de manœuvres politiques dépourvues de tout fondement juridique. Raúl Castro a succédé à son frère Fidel à la présidence de Cuba et a supervisé un rapprochement historique avec les États-Unis en 2015 sous Barack Obama,
que Donald Trump a par la suite des faits. Les tensions entre Washington et la Havane se sont intensifiées ces derniers mois depuis que les forces américaines ont renversé l'allié régional de Cuba, le président vénézuélien Nicolás Maduro, lors d'un raid militaire, puis ont imposé un blocus énergétique sévère à cette nation insulaire déjà en proie à des difficultés économiques. S'exprimant après l'inculpation, le président américain Donald Trump a affirmé qu'il n'y avait pas besoin d'escalade dans les tensions avec Cuba. Elle s'annonce comme la plus importante introduction en bourse jamais vue. Ce mercredi, le compte à rebours de la cotation au Nasdaq de SpaceX a été officiellement lancé. Par cette opération, son fondateur Elon Musk espère lever 80 milliards de dollars, bien au-delà des 26 milliards du géant saoudien du pétrole Aramco, actuel détenteur du record. SpaceX affirme que cette immense levée de fonds contribuera à financer des missions vers la Lune et Mars, voire même à peupler la planète rouge. C'est en tout cas la condition la plus ahurissante du package de rémunération d'Elon Musk. S'il parvient à y implanter en permanence au moins 1 million d'habitants, il recevra alors une part du capital équivalente à 550 milliards de dollars, faisant de lui le premier homme de l'histoire dont la fortune dépasserait les 1000 milliards. Mais en réalité, la priorité absolue d'Elon Musk est bien l'intelligence artificielle, domaine dans lequel il accuse du retard sur ses concurrents Google, Anthropic ou OpenAI. Si SpaceX domine confortablement le marché de l'espace, l'entreprise est lourdement endettée et a accusé l'année dernière des milliards de pertes. L'introduction boursière devrait avoir lieu le 12 juin prochain. Le Monténégro célèbre cette semaine ses 20 ans d'indépendance avec des concerts et diverses fêtes organisées dans la capitale Podgorica et dans d'autres villes du pays. Il y a 2 décennies, le Monténégro s'est séparé de la Serbie. Ayant déjà rejoint l'OTAN en 2017, la prochaine étape pour le pays est l'intégration complète dans l'Union européenne, selon le président monténégrin. Support for EU in Montenegro is very strong. It's currently at about 80%. 80% of the citizens of Montenegro support Montenegro's EU accession. And this is ultimately what really makes Montenegro a resilient future member state of the EU. Parmi les 6 pays des Balkans occidentaux, le Monténégro est considéré comme le plus avancé dans le processus d'adhésion à l'UE. L'Union a formé un groupe de travail chargé de rédiger un traité d'adhésion, signe que rejoindre les 27 est à portée de main. What was missing in the last 14 years, we have to provide now just in the 6 months, So it's really demanding, but the process is going on. So we are with each closed negotiating chapters, we are a step closer to the European Union. So, as I said, I think this is a clear perspective, but it will probably take longer than 6 months. Des responsables de l'UE devraient réitérer ce message lors d'une réunion qui se tiendra début juin dans la ville côtière monténégrine de Tivat avec les dirigeants des pays candidats des Balkans occidentaux, notamment l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la Serbie et le Kosovo. En France, l'enquête sur les violences sexuelles dans le périscolaire parisien s'accélère. 16 personnes ayant travaillé à l'école maternelle publique Saint-Dominique dans le 7e arrondissement de la capitale ont vu leur garde à vue prolongée mercredi soir. Une opération saluée par le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, à l'origine d'un plan de lutte contre les abus sexuels dans le périscolaire. Âgés de 18 à 68 ans, les suspects sont entendus pour des faits allant de viol à des comportements décrits comme excessifs ou violents. Au total, l'enquête du parquet de Paris porte sur de possibles violences dans 84 écoles maternelles, une vingtaine d'élémentaires et une dizaine de crèches. Depuis le début de l'année, 78 agents municipaux ont été suspendus, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles. L'affaire a pris une nouvelle ampleur après les révélations publiées lundi par Le Parisien. Le quotidien affirme qu'un animateur mis en examen en 2025 pour des violences sexuelles sur 3 mineurs dans une école parisienne avait déjà été placé en garde à vue en 2024 pour des faits similaires signalés dans un établissement voisin. Emmanuel Grégoire promet désormais des sanctions, des procédures de recrutement renforcées et une meilleure traçabilité des agents. Nous en créerons 60 000...
Chaque année en été, le col du Galibier dans les Alpes françaises laisse place aux camping-cars et aux fauteuils pliants au bord des routes pour le passage mythique du Tour de France. Mais pour l'heure, à la mi-mai, le décor est tout autre. Encore sous son immense manteau blanc, la montagne résonne du grondement des fraises à neige. Les engins éventrent peu à peu les épaisses couches accumulées durant l'hiver pour retrouver le bitume enseveli. Il peut y avoir de 1 mètre jusqu'à 10, 12, 13, 14 mètres. Au fil des années, les agents d'entretien des routes constatent toutefois que le volume de neige à déblayer tend à diminuer. Chaque année, auparavant, on faisait le minage de la corniche qui est vraiment sur la partie sommitale du col. Maintenant, ça devient très aléatoire. Cette année, on ne va pas la faire parce que justement, cette corniche est très peu formée, donc le risque il est pratiquement nul. Les opérations de déneigement en montagne exigent technicité, précision et une excellente connaissance du terrain. Elles réservent aussi leur lot de surprises et de rencontres avec la faune locale. Quand on va sortir les marmottes, les premières marmottes qui sortent, elles sont sur la neige, elles courent sur la neige. C'est joli, on voit des chamois. Quand il fait très mauvais, on déneige mais on ne voit pas où est-ce qu'on avance. On arrive des fois à se perdre un petit peu, à se retrouver à côté de la route parce qu'on ne voit pas à 5 mètres. La lente reconquête des cols annonce le retour progressif de la haute saison d'été, avec une reprise de la circulation sur les routes, les touristes plus nombreux et un regain d'animation. Seul reste inchangé l'immensité alpine et la beauté des paysages.